Notre prochain orateur, effectivement, est un biologiste. Il est né à Paimboeuf, parce que tous les biologistes de l'évolution ne sont pas nés à Shrewsbury, dans le Shropshire. Il a grandi à Douarnenez, où il développe son goût pour les fruits de mer et le bar de ligne. Il défendra une thèse en physiologie marine environnementale à Arcachon, toujours les fruits de mer, toujours cette passion. Il collectionne tour à tour les coquilles, les papillons, les pierres, les météorites et surtout ses favoris, les tardigrades. C'est un grand explorateur des fonds marins et il ira pour cela diriger l'Observatoire de Banyuls avant de succéder à Buffon et Lamarck, excusez du peu, à la présidence du Jardin royal des plantes, devenu en 1793 le Muséum national. S'intéresse à la migration des salmonidés et aux phénomènes adaptatifs. La thyroxine du saumon fuyant et la reproduction des raies n'a plus de secret pour lui. Pour nous non plus, peut-être à la fin de cette matinée. Il est parfois traité par Jasmina de pure mitochondrie, insulte suprême. Et en ce sens, et son réservoir énergétique n'y est pas pour rien, il reprend infatigable voyageur pour 200 000 km depuis qu'il a rejoint le ministère de l'Environnement. Bonjour le bilan carbone. Pour notamment élaborer la loi sur la biodiversité. Et cette biodiversité pour laquelle il nous représente aux Nations Unies, à l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour ces aspects, finalement, lui vaudra un très bel article récemment, La si heureuse nature de Gilles Boeuf. Il ne s'agit pas d'identité, mais bien de biodiversité. Alors, entre nous, Gilles, la biodiversité peut-elle être heureuse ? Ça marche le son, là ? Merci beaucoup. Bonjour à tous, et je suis très heureux d'être ici avec vous ce matin, bien évidemment. Je remercie beaucoup Muriel et professeur Friedman de m'avoir invité. Jean-François était déjà un favori, il est lié, ça fait quelques années qu'il venait. Il m'avait parlé de cette assemblée et de cette réunion qui se tenait au début du mois de décembre. Normalement, j'aurais dû être effectivement aux îles Marquises, mais j'ai décalé un petit peu le départ pour être avec vous ce matin. Attendez. La Terre ou l'homme en attente. Parce que ce matin, ce que j'ai écouté m'a un peu effrayé. Je suis un biologiste, j'étudie la vie, on va parler de robots. Moi, j'étais un super lecteur d'Asimov quand j'avais 15-20 ans. Et je vous parlais d'écosystèmes, je vous parlais de vivants. Et c'est vrai que la technologie de l'humain a transformé un animal en l'humain qu'il est aujourd'hui, avec une profonde physiologie animale que Jean-François connaît bien. Moi aussi, je suis physiologiste. Nous avons une profonde nature animale, c'est évident, tous les médecins dans la salle le savent très bien quand on mesure un taux de sodium ou de potassium dans un plasma humain. Ça vient d'où ? De l'océan ancestral. Donc je démarre sur ces images qui sont ici, où je vous ai mis deux écosystèmes les plus riches aujourd'hui au monde sur la planète en nombre d'espèces. En bas, le récif du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie, 4 à 5 000 espèces par kilomètre carré. Et l'autre côté, à gauche, ici, c'est donc la forêt tropicale au Nourag, en Guyane, où on peut peut-être avoir 30 à 40 000 espèces au kilomètre carré. Et je vous ai mis une vue de Shanghai, une des grandes villes de la planète aujourd'hui, dans lesquelles l'humain s'accumule et dans lesquelles aussi il veut accumuler ces fameux robots dont on parlait tout à l'heure. Alors je pars sur une question posée par Paul Ehrlich, qui est reçu à l'Académie des sciences britanniques. On était au mois de janvier 2013, et son article c'est « Peut-on aujourd'hui encore éviter un effondrement de nos civilisations ?» Rien que ça. Alors, tout a commencé dans l'univers, je vais vous ramener à 12 milliards d'années, au moment après le Big Bang, bien évidemment, où les éléments de la chimie, les éléments très légers au début, on parle de l'hydrogène, bien évidemment, beaucoup aujourd'hui, mais les plus lourds vont apparaître, et c'est là qu'apparaissent deux éléments que j'ai beaucoup étudiés, qui sont le sodium et le potassium, qui sont la base de l'océan. L'océan, c'est 80% de chlorure de sodium. Et dans votre sang, vous avez un petit morceau d'océan, puisque nous avons, nous, quelque chose comme 140 millimoles, 135-140 millimoles de sodium et 110 millimoles de chlorure, quelques millimoles de potassium dans du sang humain. Première question intéressante, les relations entre l'humain et cette nature qui nous entoure. Une vie apparue dans l'océan il y a environ un peu moins de 4 milliards d'années, 4 000 millions d'années, issue du monde minéral. La relation est fantastique. Moi qui présidais ce muséum dont parlait Jean-François, on connaît un tout petit peu plus ce matin quand je vous parle de 5000 espèces minérales sur la Terre. Les 3/4 n'existeraient pas sans la vie. Vous montrez cet attachement fondamental entre le minéral et le vivant bien sûr auquel l'humain appartient. Et je vous ai mis une météorite ici, qui raconte une très belle histoire. Elle tombe dans un champ à Toulouse, on est en mai 1864, des gens la ramassent et l'oublient.
Elle va rester pendant plus de 120 ans dans une caisse à oignons dans un jardin. Elle va atterrir au Jardin des Plantes il y a quelques années, c'est en 2007, et on va passer cette météorite sous les plus puissants outils d'analyse que l'on ait, des nanosondes, et grâce aux isotopes du chrome, on va la dater. 4600 millions d'années. Ce caillou qui fait 11 kilos, que je caresse, là, ça va changer ma relation avec mon caillou, hein. Il est aussi vieux que la Terre, il est contemporain de la mise en place du Soleil et de la Terre. Il a fait un voyage fantastique, il tombe un jour dans un champ, on l'oublie, on le ramasse, le paysan la ramasse, ça c'est fabuleux, on l'oublie et on l'étudie. Et c'est le rôle d'un scientifique, vous raconter une fabuleuse histoire à partir d'un truc qui est vraiment moche, hein. C'est un des cailloux les plus moches que j'ai rencontrés. Mais il est génial dans son histoire. Alors, ça, c'est la composition de l'océan. Depuis 100 millions d'années, il ne bouge pas, l'océan. Il est extrêmement stable. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a beaucoup moins d'espèces dans l'océan que sur les continents. Là, je vous ai mis une belle image d'estuaire. On est à Madagascar. Ça, c'est votre sang. Je vous ai mis ici la composition ce matin là, de votre sang. En ce moment, moi aussi, je ne suis pas un extraterrestre. Comment se fait-il que le sang humain ressemble étrangement à un estuaire? Le sang humain raconte la sortie de la vie de l'océan il y a à peu près 450 millions d'années. Et je vous ai mis ici le plus ancien fossile que l'on ait à Paris, une colonie de cyanobactéries datée à 3,45 milliards d'années, ça vient d'Australie. Et je vous ai mis les mêmes que j'ai pu ramasser ce matin ici, dans une flaque d'eau, devant les Saints-Pères, là, en arrivant, pour que vous m'écoutiez. Ils ont presque 4000 millions d'années de différence. Ils racontent une histoire. Un exemple d'écosystème, moi qui suis un marin, une goutte d'eau de mer, où que vous alliez, c'est la même. On y trouve des milliards de virus, des millions de bactéries, des centaines de milliers de microalgues. Et Tara Océan, qui a fait sa campagne il y a quelques années, nous raconte la même histoire, en fait. On a réussi à séquencer les 3 premiers mètres de l'océan un peu partout. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin de l'expédition, on ne trouvait pas grand-chose de nouveau. On commence à savoir ce qui se passe pour les micro-organismes dans ces 3 premiers mètres de l'océan superficiel. Et ici, je vous mets maintenant, c'est quoi ça? Deuxième écosystème qui me passionne, c'est un tube digestif de bébé humain à la naissance. Les filles et les garçons, même histoire à ce moment-là. Ça veut dire que ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est à quel moment le bébé humain qui vient sur cette planète rencontre la biodiversité terrestre qu'évoquait tout à l'heure Jean-François. Et son effondrement actuel est une des pires intranquillités que l'on puisse avoir aujourd'hui, liées ou non au changement climatique. Là, je vous ai mis des images de ces bactéries du tractus génital de la maman qui vont aller contaminer ce bébé, dans le bon sens du terme d'ailleurs, hein. Ces bactéries sont dans la maman, mais elles sont externes effectivement à l'organisme de la maman. Un bébé humain, il met 2 années à stabiliser sa flore intestinale. Et ça change nos habitudes alimentaires, les excès de traitements antibiotiques. Notre ami Bernard Swingodo nous disait récemment 300 maladies nouvelles chez l'humain depuis 1940. Alors, si j'exclus bien sûr les maladies liées à l'âge, évidemment, ou à l'exposition au soleil, une bonne partie de ces pathologies nouvelles sont liées à des modifications de ces bactéries intestinales. On parle même de second cerveau quelquefois. Alors ça, c'est l'histoire du tube digestif de bébé. Tara Océan, 3 ans de campagne, on séquence le plancton. Regardez, en bleu, c'est que des gènes d'organismes marins. En rouge, que des gènes de tube digestif de bébé humain. En gris, c'est les mêmes. On a un tiers de gènes communs entre des microalgues de l'océan et notre tube digestif. On a séquencé, bien sûr, ces bactéries dans le tube digestif. On en connaît un peu moins de 2000. On en connaît un peu moins de 500. Il y en a au moins 2000. On ne connaît même pas le quart des espèces qui vivent dans notre intérieur. Donc, que connaît-on bien sûr des grands fonds océaniques ou des forêts tropicales? Et ça, pour finir de vous dégoûter complètement, c'est votre lit ce matin. Tous ici dans la salle. Garçons et filles, qu'on ait dormi à 2 ou tout seul, c'est la même chose. Chaque humain, parce qu'il a dormi dans un lit, a dans son lit le matin entre 1 et 1,5 million d'acariens. Alors quand on me dit effectivement, mais la biodiversité, on s'en fout, c'est un truc d'écolo, c'est pas important, nous sommes des humains, on fait des robots, on va s'en sortir. Il y a une viscérale, c'est le cas de le dire, organisation intime entre tous les animaux, dont l'humain. Ce que je vous raconte là est vrai pour un bébé humain, c'est vrai aussi pour un bébé vipère ou un bébé éléphant, bien évidemment, hein. Ce contact en permanence entre la nature humaine et l'humain. Un humain, c'est beaucoup plus de bactéries dans lui et sur lui que de cellules humaines. Nous sommes, nous aussi, la biodiversité. Donc à chaque fois qu'on l'attaque ou qu'on la massacre, nous auto-agressons nous-mêmes en permanence. Alors, les histoires, finalement, sont liées. On a beaucoup parlé de technologie ce matin, c'est vrai. On domestique le feu, il y a un peu plus de 1,5 million d'années. Ça va complètement changer la socialisation de l'humain et ça va, pour la première fois, lui permettre... Il pourra quitter l'Afrique après, bien sûr, durant les grandes vagues de glaciation, tous les 100 000 ans. Et puis surtout, ce feu va l'aider à réfléchir, à apprendre à parler. Ils parlent le soir au coin du feu, ces gens-là. C'est des Homo erectus, ils se racontent des histoires. Et puis après, ils découvriront bien après que ce feu permet de durcir les épieux de chasse et de guerre. Ce feu permet de tenir à l'écart les prédateurs, évidemment.
Et puis, il permet aussi, bien sûr, plus tard, de cuire les aliments. Quand vous mangez un morceau de viande récupéré sur un cadavre de zèbre tué depuis 15 jours, vous avez intérêt à cuire la viande en question, plutôt évidemment que de la manger comme ça. Et surtout, ce feu va tout changer parce que, et tout à l'heure, on parlait d'intranquillité. Et pour moi, la première intranquillité de l'humanité, ça a été ça. Conserver ce feu, les gardiens du feu. Alors avant, il y avait des intranquillités, mais qui sont totalement animales. Tout animal qui a des neurones suffisamment développés sait qu'il a une double intranquillité tous les jours. Tous les jours. Est-ce que je vais manger aujourd'hui? Est-ce que je ne vais pas être mangé aujourd'hui? Et ça, absolument partout. Donc l'humain animal antérieur, Lucie en savait quelque chose. Quand on passe ce stade-là, le feu, il faut garder le feu. Parce que ce feu va nous changer des autres animaux qui sont autour de nous. Et puis ensuite, bien sûr, le néolithique, 8-14 000 ans, les femmes se mettent à faire beaucoup de bébés, ça a déclenché le système, on s'arrête de bouger et on invente agriculture et élevage. Et là, on va commencer à avoir un impact très fort sur nos environnements. On pourrait faire démarrer l'Anthropocène à ce niveau-là. La troisième date, James Watt invente la première locomotive, on est en 1784. Et là, il faut du charbon et du pétrole. Et tout commence là. Du cheval animal, on passe au cheval vapeur. Et si on est aujourd'hui dans une situation bien périlleuse et bien d'intranquillité pour nous, c'est à cause, en grande partie, de charbon et de pétrole. J'ai fait beaucoup de bibliographies récemment dans le cadre justement des travaux qu'on préparait sur la COP de Marrakech. Non seulement aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'émettre ces gaz à effet de serre, mais c'est trop tard, on intervient trop tard. Il faut commencer à enlever ce qu'on a déjà mis. Sans nouvelles technologies, bien sûr, qui vont contribuer à augmenter ces niveaux que l'on a aujourd'hui autour de nous. La quatrième date, pour moi, c'est la première fois où l'humain, grâce à la technologie, crée des événements de l'ordre de grandeur de ce qui se passe dans des grandes catastrophes non humaines. Hiroshima et Nagasaki, détruit, on raye de la carte des villes. Et c'est le moment aussi où la démographie explose. Nous étions 2,5 milliards d'humains sur la Terre en 1945. Au moment où je vous parle, on est presque 7,5, 7,3, 7,4. Ce qui veut dire que cette démographie aussi est une source importante d'intranquillité. Ceci a amené Paul Crutzen, un prix Nobel de chimie, à proposer en 2000 ce terme d'anthropocène, la phase de l'histoire de la Terre durant laquelle le plus puissant moteur sur les changements, c'est la présence de l'humain, et bien sûr, humain et ses animaux domestiques. Je dis souvent, il n'y a pas que l'humain tout seul. Nous avons 1,5 milliard de vaches sur la Terre. Donc, il y a plus de biomasse de vaches que d'humains. Et une bonne partie des gens qui les ont ne les mangent même pas. En Inde, on ne mange pas les vaches, à Madagascar non plus. Ça fait bien, on a des vaches ou des femmes pour montrer qu'on est important. Donc ça va revenir au débat qu'on lance sur l'élevage de ces herbivores qu'on va utiliser pour la consommation aussi, bien sûr. Et il est clair qu'aujourd'hui, il ne faut pas devenir forcément vegan, je ne prône pas ça, mais diminuer les consommations de viande et de poisson. Alors, et regardez comme c'est beau, c'est un des faits qui m'a fait le plus pleurer dans ma vie. Je suis allé 2 fois dans l'original de Chauvet. Le charbon de bois qui vient des torches qui ont été pressées contre la paroi de la grotte, 37 000 ans. C'est 2 fois plus vieux que Lascaux. Lascaux, c'est 17 000. D'ailleurs, à Lascaux, il n'y a pas de rhinocéros. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà disparu. À 22 000, ils s'en vont, les rhinocéros. On est en France. Il y a des lionnes, il y a des rhinocéros. Il y a un vrai dessin animé. Regardez la corne du rhinocéros, comment il remonte sa tête là, sur le dessin qui est là. Qui dessine comme ça dans la salle? 37 000 ans. Il y a des panthères, il y a effectivement des lionnes. 14 espèces animales à Chauvet, seulement 4 à Lascaux. On est là sur une phase de diminution. Et ces gens-là représentent effectivement des grands carnivores, qu'ils ne mangeaient probablement pas, bien sûr. Et je vous ai mis Jean-Marie Chauvet aussi, avec ses 2 collègues, qui découvrent cette grotte. On était en décembre 1994, et ils révèlent au monde Chauvet. Alors je me dis, quand je vois ça, si les neurones humains ont été capables de faire ça, j'admire beaucoup plus ça que le fait de faire des robots, bien entendu, évidemment, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut mieux utiliser nos neurones aussi pour avoir moins d'intranquillité. Alors voilà la trajectoire technologique qu'on évoquait ce matin encore. Je vous ai mis la démographie humaine ici en bas et les grandes époques des grandes découvertes, non pas géographiques, mais techniques. Domestication animale, on a dit, l'arc et la flèche. Pour moi, je pense que la première invention qui va révolutionner le système et faire de l'humain ce qu'il est aujourd'hui avec un sentiment très délétère de domination. Je ne vous dirai pas quel homme politique m'a encore dit récemment, mais l'humain est écrit pour dominer la nature. Alors il ne m'a pas dit par qui. Hein. Dominer, ça n'a pas de sens. Il me dit, oui, d'accord, je sais que tu n'aimes pas ça, alors maîtriser, c'est pas mieux. On est là pour faire avec, profondément. Vous avez vu les acariens dans notre lit ce matin. Hein. On est là pour vivre avec cette biodiversité qui nous entoure. Et puis après, la roue. La roue, c'était un fabuleux système aussi. L'irrigation agricole, l'âge des métaux, les moulins à eau et à vent, la poudre noire. J'étais au Congo récemment. Des gamins de 15 ans avec des kalachnikovs qui massacrent les éléphants. Et quand je m'accroche avec les chasseurs ici en France,
qui veulent tuer des ortolans ou des pinsons. Expliquez-moi ce qu'il y a à manger d'un ortolan et un pinson. Je lui dis, voilà, si je te donne un biface de Lucie, bah, croyez-moi, avec ça, le sanglier, il a ses chances. Mais avec la poudre noire, on ne l'a plus. C'est ça qui a tout changé et qui a amené à cette idée très très mauvaise de domination générale. Puis après, les vaccins, les avions. Les oiseaux volent depuis 150 millions d'années. Nos avions depuis 150 ans. Et sans oiseaux, on n'aurait jamais inventé d'avion. De la bioinspiration, par exemple. Les antibiotiques, tout ça, je ne suis pas contre ça. C'est l'usage qu'on en fait qui est bien sûr critiquable et discutable. Les ordinateurs, on va en parler toute la matinée. Et puis demain, la révolution verte. Tout ça en relation avec cette augmentation de la démographie. Alors, quelles sont les plaies de la crise écologique? Intranquillité, productivisme agricole, on peut changer, je n'ai pas le temps de développer, on pourra en parler. Pénurie d'eau potable, nous sommes faits d'eau. Un bébé humain, fille ou garçon, à la naissance, c'est les 3/4 de flotte. Notre cerveau, c'est 80% d'eau. On la soude, on la gaspille, on s'en fiche complètement. C'est beaucoup plus important que les robots. On l'a oublié. On a écrit un livre en 2011 qui s'appelle, avec des collègues japonais, L'eau, la molécule oubliée. C'est un vrai crime contre l'humanité. La pêche, pêcher c'est très bien, surpêcher c'est stupide. Déforester, elle doit absolument s'arrêter aujourd'hui. La biodiversité qui s'effondre, je vous en parle en ce moment. La pollution. Il y avait un article dans Le Monde la semaine dernière, 340, pas millions, milliards de dollars estimés par les Américains, le coût des perturbateurs endocriniens en ce moment. Alors, ils disaient récemment, ça a bien sûr des problèmes sur le diabète et puis sur l'obésité, mais peut-être aussi que ça pourrait atteindre le développement neuronal du bébé. Il y a un type qui disait, est-ce que les Américains vont voir leur QI baisser? À mon avis, vu ce qu'ils ont voté récemment, ça a déjà commencé de toute façon. Hein. Donc on est sur quelque chose de très particulier. Alors, tout ceci, pour terminer, me ramène... J'étais en Arctique cet été. L'Arctique est une région où il y a eu des Inuits, mais pas beaucoup d'humains. Il n'y en a pas du tout en Antarctique. Vous avez des oiseaux fabuleux qui n'ont jamais vu d'humains. Ils ont des niveaux de contamination de leurs tissus terribles. Ils racontent nos pesticides dans les années 50 sur les champs européens, nord-américains et japonais. Et aujourd'hui, cette pollution de l'Arctique est absolument dramatique. Alors, on a un centre de recherche à 1000 km du pôle Nord, au Svalbard. On est à 80 degrés nord, vous imaginez ce que c'est. Et là, on mesure tous les paramètres, 160 aérosols aujourd'hui, qui partent de nos territoires avec des réchauffements climatiques, qui se retrouvent dans l'atmosphère et qui retombent dans les zones polaires. Absolument dramatique. Les ours polaires, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir dans tout ça. Alors, pour terminer, quels sont nos critères qu'on avait du progrès de l'humanité, de nos sources de tranquillité? Avec Jean-François, on en discute souvent. Le PIB, regardez, le PIB, c'est fabuleux. Ben, le PIB français, c'est une branche d'hyperbole qui descend. Est-ce qu'on est si malheureux que ça en France? Dites-moi un peu aujourd'hui. Est-ce que les pays qui ont les meilleurs PIB sont plus heureux que nous? Pas du tout. Si je fais du PIB en brûlant les forêts, en déforestant, en surpêchant, je préfère ne pas en faire du tout, bien évidemment, que cela. Donc c'est un critère qui n'a plus de sens. Et Costanza disait en 2013, ceux qui croient qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste conventionnel. Deuxième critère, on travaille beaucoup avec Jean-François, c'est la durée de vie chez l'humain. Alors ce papier nous a fait chaud au cœur quand il est sorti il y a juste un mois dans Nature, qui montre effectivement que la durée de vie de chez l'humain, contrairement à ce que nous disent certains, n'est pas en train d'augmenter. Ce qui augmente, c'est le nombre de centenaires, c'est très clair. Et là, grâce au progrès de la médecine. Le but n'est pas de vivre de plus en plus vieux, ça n'a pas de sens. Il est de vivre de plus en plus longtemps dans des conditions correctes de vie pour soi-même et pour les gens qui nous entourent. C'est ça l'essentiel aujourd'hui. Alors on avait fait un travail qui était extrêmement incorrect, on avait calculé le coût économique de Jeanne Calment, le coût énergétique de Jeanne Calment. On ne peut pas amener 7,3 milliards d'humains à cette durée de vie. Ça repose toutes les questions. Alors, bien sûr, tuer les questions de transhumanisme et d'humains augmentés qui sont absolument délirantes et qui ne vont faire qu'augmenter les problèmes de géopolitique qu'on vit aujourd'hui. Boko Haram fait son beurre sur l'assèchement du lac Tchad, changement climatique. Daesh et les mouvements en Syrie sont partis après 11 ans de la pire sécheresse qu'ait connue le croissant fertile depuis 200 années. Donc les relations climat, chute de biodiversité, déclenchement de conflits, on estime que 11% des conflits actuellement dans le monde sont déclenchés pour des raisons climatiques. Voilà. L'Inde, intéressant l'Inde. On ne tue pas les animaux. Voilà le centre de Bangalore, 10 millions d'habitants à Bangalore. C'est absolument ignoble en saleté, il y en a parmi les odeurs qui vont avec. Alors les chiens mangent des déchets. Qu'est-ce que mange une vache en Inde? Des sacs en plastique. L'Inde est devenue un enfer de plastique, elle n'avait pas il y a 20 ans. Et puis les poules mangent aussi des sacs en plastique. Arrive la faune sauvage, on est en Inde, les sangliers débarquent en pleine ville. Et puis les macaques, il y a 2 espèces de macaques en Inde. Ça s'est fait au centre de Bangalore, chez mon collègue qui m'hébergeait, au mois de mars dernier.
Et puis, bien sûr, les serpents. Alors, les Indiens me disent, mais on a horreur des serpents. Mais nettoyez votre ville. Pourquoi vous avez des serpents dans les villes indiennes? C'est parce que les rats sont plus gros que les chats. Les chats ne font pas le travail, hein. Les serpents viennent pour manger des rats. Et enfin, et ça c'est à Bangalore, c'est une histoire vraie, en plein centre d'une ville de 10 millions d'habitants, eh bien, la panthère elle vient et elle mange un chien. Voilà. Ça, c'est un type d'écologie très particulier qui montre les relations entre cet humain et cette nature. On imagine la ville particulière, la nature sauvage ailleurs. Tout ça est beaucoup plus mélangé que l'on pourrait croire. Changer, chez Robineau, on est en 1915, il n'y a pas d'écologisme et il n'y a pas d'écologie à l'époque. Et déjà, il se rendait compte que le développement que l'humain créait autour de lui entraînait des complications et créait des sources, des causes d'intranquillité. Il disait, si l'humanité veut survivre, transformation radicale. Et là, je vais terminer en le rejoignant avec Edgar Morin, que j'aime beaucoup, qui nous dit la Terre, c'est quoi aujourd'hui? C'est un vaisseau spatial, on revient à la technologie, alimenté par 4 moteurs. La science, pour un scientifique, c'est sympa. La technologie, oui, bien employée, ça c'est clair. L'économie, quelle économie? On l'a dit, et le profit. On peut discuter d'un capitalisme encadré ou pas encadré, c'est une vraie question. Il dit, chacun de ces moteurs est profondément ambivalent. Il peut être très favorable à l'humanité, mais très délétère aussi. Et il dit, le probable pour nous ici dans cette salle, puisque vous m'écoutez, on est tous convaincus, le probable, il est quand même assez inquiétant. Il est intranquillisant, l'improbable. Il est que nous allons vers l'abîme. Ce que j'aime pas, je ne suis pas un catastrophiste, mais juste après, il dit... Gilles, c'est oui, l'horaire qui est je intranquillisant. termine. Il a toujours eu de l'improbable dans l'histoire humaine, le futur n'est jamais joué, et lui appelle le changement une métamorphose et une conscience humanitaire, planétaire, tout à fait. Et il dit, on n'est toujours pas homo sapiens, on est beaucoup homo faber, on a des lunettes, des micros, des robots, vous avez vu, hein. On est pas mal démence, mais pas encore du tout sapiens. Et ma dernière image, c'est la conclusion de la conférence de Paris, où là, l'humanité s'est mise d'accord sur le climat, la conférence de New York, et puis j'aime beaucoup celle d'en bas à gauche. On s'est mis en relation avec les cosmonautes américains et soviétiques, russes, qui étaient là-haut le 12 décembre 2015. Ils nous disaient, vous savez, à travers une petite fenêtre, on voit la totalité de la Terre. On voit les forêts d'Indonésie qui brûlent. On voit la pollution dans le golfe du Mexique. Et on voit l'Afrique qui part en désert. Alors, dépêchez-vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gilles Boeuf de cette très éclairante communication. Au début, en vous écoutant, je me suis dit, tiens, on va augmenter la liste de nos intranquillités. Parce que je les voyais comme ça, presque s'augmenter chronologiquement. Et puis, cette seconde partie où vous nous montrez les interactions, les causalités qu'il peut y avoir, les rapports d'effets d'une intranquillité à une autre, et ben, je trouve que ça nous conduit à réfléchir d'une manière peut-être plus globale, plus intégrante. Et c'est extrêmement enrichissant pour nous. Merci encore, Gilles, de cette intervention. Je laisse présenter notre prochaine intervenante à Jean-François Toussaint.